Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Cambodge. Et vu que je vais vraiment la faire cette histoire en étant au Cambodge et qu'on est à côté de la frontière vietnamienne là, je la fais à vélo. Voilà, hop, Chloé derrière, c'est parti. Ok, alors tout commence en moins 5000 avant Jésus-Christ, quand un peuple de Piémont et montagnards habite en Chine et commence leur migration vers le sud. Et au fil des millénaires, ils vont aller au sud, aller au sud, aller au sud, jusqu'à une partie de ce peuple s'arrête dans l'actuelle Birmanie. Ils vont devenir les Mon. Et l'autre partie de ce peuple va continuer encore et va arriver en 1er siècle après Jésus-Christ au sud de l'Asie du Sud-Est. Et là, ils vont se faire indianiser par l'Inde, et donc ils vont adopter leur écriture sanskrit. Ils vont aussi adopter leur religion, l'hindouisme, et ils vont devenir les Khmers. C'est eux les Khmers. Et les Khmers vont créer le royaume de Funan, donc qui va se développer au fur et à mesure et englober tout le sud de l'Asie du Sud-Est. Donc c'était un très gros royaume. Et à partir du 6e siècle après Jésus-Christ, d'autres Khmers vont commencer à créer un autre royaume au centre de Funan, et ça va s'appeler Shenla. Et le Shenla va commencer à dominer de plus en plus le Funan, jusqu'à le dominer quasiment complètement. Et voilà, ce sera le royaume de Shenla. En 650, le roi Jayavarman Ier, ta gueule, le roi Jayavarman Ier va créer la première capitale Angkor qui veut dire ville royale ou capitale royale. Et à partir du 8e siècle, ça va commencer à se dégrader ce petit royaume. D'abord, il va être morcelé en deux parties. La partie du haut, ça va être le Shenla de la terre, et la partie du sud va être le Shenla de l'eau. Et ensuite, suite à cet affaiblissement du royaume, le royaume de Java, donc le sud, va envahir le royaume de Shenla. Mais par contre, en 802, le roi Jayavarman II, Khmer donc, va reprendre le royaume à ces personnes de Java, et va recréer le royaume d'Angkor. Déjà, les rois successifs vont construire des temples toujours plus beaux dans la capitale Angkor. C'est les fameux temples d'Angkor, dont le Angkor Wat, qui a été dédié au dieu hindou Vishnu. Et voilà, donc ils vont aussi être en guerre avec les Mon à l'ouest, les Viet à l'est, et surtout avec les Champa, avec lesquels ils vont faire la guerre pendant quasiment 100 ans, entre 1130 et 1227. À partir du XIIe siècle, le royaume arrive à son apogée, tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais depuis le XIe siècle, en fait, le bouddhisme s'installe de plus en plus dans les classes populaires. Hello. Ce qui fait qu'il y a un clivage qui se forme entre la classe populaire, qui elle donc est bouddhiste, et l'élite qui elle est hindouiste. Ce clivage va être totalement contenu par le roi Jayavarman VII, qui lui est un fervent bouddhiste. Donc il va créer des temples bouddhistes, il va aussi reconvertir le Angkor Wat, qui était dédié au dieu Vishnu hindou, il va le reconvertir à Bouddha, au culte de Bouddha. Et voilà, donc ça va vraiment être l'apogée à ce moment-là. Mais à la suite de la mort de Jayavarman VII, en 1218, va commencer la décadence du royaume. Déjà, le royaume va perdre en force militaire, ce qui va faire que le peuple Thaï qui habite au royaume de Sukhothai va prendre son indépendance des Khmers, qui va perdre beaucoup de territoire, et va s'en suivre l'indépendance aussi des Mon à l'ouest et des Lao, du peuple Lao, qui vont créer le royaume de Langxiang au XIVe siècle. Donc voilà, gros affaiblissement au niveau externe, mais aussi au niveau interne, vu que en 1336, le roi de l'époque va persécuter totalement les bouddhistes, donc la classe populaire, ce qui va créer une insurrection, un coup d'état mené par Tai Chai, qui est un bouddhiste de la classe populaire, le leader, et voilà, qui va renverser le pouvoir et tuer le roi. Et à partir de ce moment-là, ce sera le bouddhisme Theravada qui sera la religion officielle dans l'Empire Khmer. Ils vont aussi abolir l'écriture sanskrit pour la remplacer par l'écriture pali. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc décadence, et le coup de grâce à l'Empire Khmer va être porté
par le royaume de Siam en 1431 lorsqu'ils vont envahir Angkor, la ville d'Angkor, et totalement la saccager. Voilà, donc là l'Empire Khmer est hyper affaibli, va s'en suivre une domination de l'Empire Siam pendant plus de 400 ans. Domination qui va être un petit peu alternée à partir du XVIIe siècle avec une bataille entre les Viet et le royaume de Siam pour la possession des restes de l'Empire Khmer. Donc ça va se battre, l'Empire Khmer va être un bon champ de bataille à ce moment-là. Et cette bataille va durer donc pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que les Français arrivent en 1863 et disent « Bah les mecs, vous êtes bien gentils, mais nous, on doit intégrer le Cambodge à l'Indochine française. » Et bam, la puissance française décide d'instaurer un protectorat français au Cambodge. Et voilà, c'est parti, hein, les Viet et les Siam n'avaient plus trop leur mot à dire. Et donc ça devient l'Indochine française. Donc c'est un peu comme au Laos, la France se concentre principalement sur le Vietnam et Hanoï, ce qui fait que le Cambodge est assez délaissé. Pendant les 90 ans de colonisation du Cambodge, l'économie va quasiment pas se développer, l'éducation va être très très basse, enfin le taux d'éducation va être très bas. Voilà, donc mais par contre il est laissé un peu tranquille, quoi. Disons que les souverains étaient libres entre guillemets de faire toutes leurs petites affaires, quoi, et tout. Voilà. Et on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. La France est occupée par les Allemands, et donc le Japon occupe toute l'Indochine française, et ils veulent éveiller un mouvement nationaliste dans l'Indochine, dans le Cambodge, pour affaiblir la France et pour que le Cambodge devienne indépendant. Mais ça se passe pas comme prévu. Bon, le Japon perd en 1945, et le prince qui a été choisi par les Français, qui s'appelle Sihanouk, va réussir à repousser les communistes khmers, les Isarak, et aussi les Viet. Il va les repousser, ce qui fait qu'il va pas vraiment être concerné en fait par la première guerre d'Indochine. Il y aura plutôt une période de paix où le roi Sihanouk va même réussir à négocier pacifiquement l'indépendance du pays en 1953. Et aussi il va mener une politique de neutralité par rapport à la guerre froide. Voilà, ce qui va mener à une période de paix. Une période de paix qui va quand même être de courte durée, vu que à partir de la deuxième guerre d'Indochine, donc en 1964, la politique de neutralité va être mise à mal. Il y aura pas mal de contradictions dans la politique de Sihanouk, un peu le bordel. Il va laisser les Viet envahir le sud du pays, il va laisser les Américains intervenir là-dedans. Enfin bref, sans aucune autorisation de sa part, aucun mot, rien du tout. Et donc voilà, c'est moche. Ce qui fait que la droite du pays se dit que c'est tant que Sihanouk va rester au pouvoir, ils vont jamais réussir à retrouver une croissance économique. Hop, de ce fait, ils font un coup d'état avec le général Lol Nol, et ce général va donc faire un coup d'état le 18 mars 1970. Et c'est parti pour un nouveau gouvernement. Là, bien sûr, ils vont s'engouffrer dans la guerre contre les communistes, parce que c'est le parti de droite. Grosse guerre, tous les dégâts de la guerre, bien dégueulasse. Et en parallèle va se développer le parti communiste des Khmers rouges, qui veulent contrôler le pays, et ils vont bien y arriver. Donc au fur et à mesure ils vont contrôler de plus en plus le pays, jusqu'en 1975 où ils vont carrément prendre la capitale Phnom Penh. Et là voilà, ils vont renverser le gouvernement, quoi. C'est à ce moment là que, donc quand ils prennent le gouvernement, le peuple lui pense que c'est un peu, ils viennent un peu comme des sauveurs, vu qu'ils vont arrêter la guerre, enfin c'est ce qu'ils pensent. Mais pas du tout, la désillusion est très rapide. Les Khmers rouges vont tous les faire exiler des villes dans lesquelles ils s'étaient réfugiés pour fuir la guerre. Et ils vont les envoyer dans les campagnes, les mettre aux travaux forcés, faire travailler les enfants, etc. Abolir toute propriété privée, toute monnaie, enfin du bon communisme, quoi. Mais en plus, ils vont mettre en place une politique de terreur où toutes les personnes qui sont considérées comme traîtres, c'est-à-dire sans aucun motif valable en fait, vont être tuées ou
envoyés dans des camps avec leur famille et torturés pour qu'ils dénoncent jusqu'à 60 noms. Et lorsqu'ils ont dénoncé ces 60 noms, ils étaient tués, donc avec leur famille, que ce soit femmes, enfants, nourrissons, tout le monde était tué. C'était un véritable génocide parce que tout le monde était traître en fait. Et gros génocide, 2 millions de Khmers ont été tués. Donc vraiment une période horrible pour le Cambodge. Et c'est les Vietnamiens qui libèrent en 1979 le Cambodge des Khmers rouges. Mais les Khmers rouges ne vont pas être arrêtés. Non, que dalle d'ailleurs. Ils vont même continuer à faire de la politique. Ils vont créer le gouvernement de coalition du Cambodge, CGDK, avec d'autres partis, pour libérer le Cambodge de l'occupation vietnamienne. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, toutes les puissances occidentales, excepté la France d'ailleurs, vont reconnaître officiellement le CGKD comme parti officiel au Cambodge, avec les Khmers rouges, j'ai envie de dire. Et même un Khmer rouge va être au siège de l'ONU pendant quelques années, je ne sais pas combien de temps, mais pendant pas mal de temps. Donc voilà, ils sont pas du tout punis. Et en fait, les puissances occidentales considèrent le CGKD comme officiel parce qu'ils sont contre le Vietnam, en fait, c'est juste pour ça. Voilà, donc c'est assez moche tout ce qui se passe. Mais à partir les Vietnamiens partent du territoire cambodgien en 1989 après la fin du communisme. Et les États-Unis, les puissances occidentales, vont pousser le Cambodge à mener des élections en 1991. Et c'est le roi Sihanouk, enfin le roi, ça sera plus le roi, ce sera Sihanouk qui va devenir président. Puis qui va aussi devenir roi en 1993 suite à une modification de la Constitution. Voilà. Mais pendant ce temps, il y aura toujours les Khmers rouges qui mènent une guérilla contre ces élections. Et cette guérilla va, donc une grosse guérilla pendant pas mal de temps, jusqu'en 1998, où le général Pol Pot, donc, qui est le leader des Khmers rouges, va mourir. Et donc c'est à ce moment-là que les Khmers rouges vont rendre les armes. Et voilà, donc c'est la fin des Khmers rouges, enfin, règne de terreur j'ai envie de dire. Et donc voilà, va s'en suivre une période de paix, où le Cambodge va s'ouvrir au tourisme, etc. Et voilà, que dire, ah oui, et en 2007, ils vont être arrêtés, les 4 leaders principaux des Khmers rouges, donc seulement en 2007, hein, alors que c'était de 75-79. Et ils vont être jugés bientôt, ou alors ils ont été jugés, je sais pas trop, pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Voilà, et maintenant c'est le Cambodian People Party qui a été élu et qui est au pouvoir. Voilà pour l'histoire du Cambodge, c'était bien long cette fois. J'espère que ça vous a intéressé. Et la prochaine fois, on va se poser tranquillement à une table et on va parler de l'histoire du Vietnam. Allez, ciao!